J'ai un plaisir rare que certains m'envient. J'ai quand même le plaisir d'avoir sur la même table ronde Orange, Oracle, Google, Thales et le Crypt. Donc je vous demande d'applaudir Xavier Bourguignat de Thales, Guillaume Renaud, Orange, Nicolas Villette, Oracle et Franck Zerbib, Cloud. Jingle. Normalement, il devait y avoir des danseuses, mais on a eu une restriction de budget. Bien, c'est parti. Je vais commencer par l'extrémité. Michel, donc vous êtes, pour certains d'entre nous qui étaient présents juste dans cette salle, vous êtes à la fois copilote du GT Stratégie et Cloud, et puis copilote du GT FinOps. Et donc, vous représentez un petit peu les clients, les membres du cloud, les membres de l'association du Crypt sur le cloud. Donc, première question très simple dans le vocabulaire. On va parler de multi-cloud, de cloud hybride. Le multi-cloud, déjà, c'est quoi pour les clients du Crypt? Une solution. Merci. Alors, le multi-cloud. Aujourd'hui, c'est, je dirais, j'allais dire très simplement une réalité. Quand on discute avec l'ensemble des participants dans les groupes de travail et à tous les événements où on a l'occasion de se rencontrer, on constate clairement que maintenant tout le monde fait du multi-cloud. Les principaux acteurs sont représentés en termes de fournisseurs. Et bien entendu, les entreprises ont besoin d'assembler, je dirais, de mettre en œuvre des solutions qui proviennent des différents fournisseurs. Certains d'entre eux ont des spécialités ou des particularités qui procurent un avantage ou un intérêt aux entreprises, et donc ils sont positionnés. Et du coup, c'est certain, déjà, on voit la plus grande majorité fait déjà du multi-cloud. Bien. Alors si je rajoute le mot hybride, qu'est-ce que ça apporte en plus, le multi-cloud hybride par rapport au multi-cloud qui ne serait pas hybride? Alors si, parce qu'en fait, avec l'hybride, on peut faire du cloud en étant complètement à l'extérieur. Après, il y a bien évidemment une question d'arriver à faire cohabiter des applications legacy avec des nouvelles applications peut-être qu'on va déployer dans le cloud public ou dans un cloud privé, mais externalisé dans un cloud public. Donc évidemment, la question de l'hybridation se pose. Et il y a des nouvelles solutions en plus qui apparaissent régulièrement là, et qui permettent d'aller plus loin qu'auparavant. Donc il y a là aussi des entreprises qui mettent en œuvre ce type de solution hybride. Et pour terminer, je rajoute un troisième et dernier adjectif, qui est l'adjectif distribué, un multi-cloud hybride distribué. Oui, alors effectivement, parce que il y a une façon de faire qui consiste à dire je prends une application dans un cloud, une autre application pour un autre périmètre dans un autre. Éventuellement, après, avec l'hybridation, j'interconnecte ces applications avec mes legacy. Et puis, à la fin, l'étape suivante, c'est en fait, je construis un nouveau système d'information qui combine à la fois plusieurs offres dans le cloud public, SaaS, voire du PaaS ou du IaaS pour faire, je dirais, l'intégration, et les systèmes legacy qui peuvent être ou pas dans le cloud privé. Donc, on est vraiment dans une approche multi-cloud, cloud public, cloud privé, système habituel de type legacy, tout ça pour assembler des nouveaux systèmes d'information. Est-ce que ça veut nécessairement dire que les données sont également distribuées pour apporter un petit sel supplémentaire à cette notion-là? Alors oui, naturellement, on a cette problématique à traiter, puisque chaque système, en particulier dans le SaaS, il y a des bases de données avec des données qui sont gérées d'une certaine manière correspondant à un modèle de données pour les besoins applicatifs. Donc si on assemble, je dirais, un système avec plusieurs composants de ce type, on va avoir une distribution d'une partie des données, donc il faut les réconcilier. On peut aussi utiliser des solutions d'interconnexion type ESB ou des solutions de ce genre qui sont également dans le cloud pour arriver, je dirais, à réconcilier une partie de ces données. Il faut faire communiquer ça avec les données qui sont dans les legacy. Donc voilà, des échanges, on parle d'API. Et si on parle de big data, si on parle de data warehouse, de data lake, de choses comme ça, aussi. On a aussi cette problématique de gros volumes et d'avoir à un moment donné la capacité d'avoir une vision globale sur l'ensemble du volume pour pouvoir faire des traitements et sortir des résultats, je dirais, agrégés, synthétiques.
Bon, je pense qu'il va nous falloir au moins 3 heures de table ronde pour aller au bout de ces divers concepts. Je vais commencer par Guillaume. Tiens, là, on vient d'avoir un peu l'impression, le feedback des membres du CRIP en termes d'évolution de leur stratégie. Vous avez une vision peut-être un peu plus large que les membres du CRIP. Comment justement, vous, Orange, voyez-vous l'évolution des stratégies, je dis bien le mot stratégie, Strategic Cloud chez vos clients? Oui, tout à fait. Effectivement, on voit que le cloud il prend une part de plus importante chez nos clients. Chez Orange, on dit que ça évolue de cloud as a destination to cloud as a business platform. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, nos clients, ils se posaient encore la question s'il faut aller dans le cloud, qu'est-ce qu'on va mettre, quel type d'application. Il y a eu une accélération très forte. Le Covid, forcément, il a accéléré ça par ce besoin de transformation digitale qui a été plus importante. Et effectivement, dans cette transformation digitale, le cloud, pas simplement la partie IaaS, le cloud, les solutions SaaS, les solutions PaaS, les solutions IaaS. Donc le cloud dans son ensemble est vraiment l'accélérateur de cette transfo. Et c'est vraiment cette vision beaucoup plus stratégique. On va dire que l'IT n'est plus vu, grâce au cloud, n'est plus vu comme un centre de coût, mais vraiment comme le moteur de cette transformation. Donc, soit de modernisation, donc on va prendre les applications, on va les transformer pour qu'elles nous coûtent un petit peu moins cher. Dans certains cas, on va complètement les redévelopper ou on va les remplacer par des briques SaaS. Donc vraiment, on a vu un choix beaucoup plus stratégique du cloud comme vraiment ce moteur de la transformation métier des entreprises. Alors, au tout début du cloud, que j'ai bien connu, moi, les débuts du cloud, les clients se demandaient quelles étaient les applications qui étaient éligibles pour aller vers le cloud. Aujourd'hui, on se pose la question, alors est-ce que c'est du lift and shift, est-ce que c'est de la replatformisation, etc. Aujourd'hui, la question, elle prend un degré supplémentaire. Quelles sont les applications éligibles pour le multi-cloud? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ce sont les mêmes ou pas? En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le multi-cloud, finalement, ça va être les applications SaaS, donc le cloud public, le cloud privé, le edge. Finalement, à un moment donné, à part certaines applications legacy qu'on ne peut pas, pour des raisons souvent plus économiques que techniques, sortir, on va reparler globalement, dans pas longtemps, je pense. Voilà, globalement, les applications, globalement, le cloud multi-cloud ou le multi-cloud hybride, il va nous permettre d'y répondre. On a toujours ce legacy, bien sûr, c'est clair qui est derrière. Après, c'est le choix. Et effectivement, ce qu'on voit historiquement, on a vu assez souvent un choix autour du coût. Est-ce que je dois y aller? Un choix autour de la techno, est-ce que je peux y aller? Et ce que je vois de plus en plus, effectivement, c'est un choix sur l'innovation versus la confiance. C'est-à-dire, je dois me transformer, je dois aller très vite, parce que je ne peux plus me permettre. Donc, à un moment donné, je vais aller chercher beaucoup plus d'innovation ou des solutions qui sont déjà sur étagère. Donc, je ne vais plus regarder l'IaaS, mais le PaaS ou le SaaS. Et le choix, effectivement, il va se dire, c'est avec cette question de confiance, qu'on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, comment je peux mettre tout mon patrimoine et faire un pari complet sur des solutions. Donc la confiance devient un élément clé dans cette transformation digitale. Franck, là, on est en train de parler de multi-cloud hybride, on est en train de parler de transformation du parc applicatif. J'ai envie de dire, c'est joli tout ça, mais comment on fait concrètement quand toutes les applications ne sont pas cloud natives? C'est-à-dire qu'il faut retrousser un peu les manches quand même. Exactement. Alors c'est un vaste sujet et la modernisation des applications, finalement, elle entraîne en fait différentes stratégies de modernisation. On ne va pas moderniser pour moderniser. On modernise parce que potentiellement on a besoin qu'une application core business pour une entreprise, on a besoin d'un time to market en bon français, beaucoup plus rapide, de la vélocité, de pouvoir faire des déploiements beaucoup plus rapides, de rajouter des nouvelles features beaucoup plus rapidement. Donc c'est un axe de développement pour moderniser les applications. Il y a d'autres axes de développement qui peuvent être liés par exemple à l'obsolescence d'un stack technologique ou de matériel et qui entraînent forcément, qui forcent la modernisation. Et puis ça peut être aussi des objectifs financiers, passage de mode CAPEX à OPEX par exemple pour aller chercher du cloud. Donc par rapport à ces différentes stratégies, on voit classiquement différentes approches. Lift and shift, on en parlait à l'instant, avec finalement des approches avec des gains plus ou moins forts en termes de bénéfices pour les clients. Lift and shift pour aller chercher un peu plus d'agilité, de flexibilité, l'élasticité par exemple des plateformes cloud et puis quelques services managés pour gérer moins d'opérations côté client sur la gestion des infrastructures avec des bases de données managées par exemple. On peut aussi faire le choix de dire finalement ces applications elles sont trop complexes à moderniser et on va se diriger vers des choix de type SaaS pour directement aller chercher de nouvelles applications. Et puis classiquement, quand on parle de modernisation du patrimoine applicatif et qu'on pense à notre monolithe ou à nos applications traditionnelles, on va souvent avoir des approches finalement
replatforming, enfin de réarchitecturer les solutions qui supportent aujourd'hui ces applications, en découplant les fonctions et les services de ces applications, en les modularisant, en les standardisant pour aller vers la conteneurisation. Et puis ensuite fédérer l'ensemble de ces conteneurs avec des solutions d'orchestration. Et Kubernetes aujourd'hui est typiquement un des standards utilisés par beaucoup de clients et par beaucoup d'acteurs de la tech pour fournir des solutions de gestion et d'orchestration des containers. Et puis au-dessus de ça, pour aller encore plus loin et s'appuyer sur ces couches-là, des solutions de type serverless, pour aller encore plus loin dans la gestion, dans la simplification de la gestion des opérations et des infrastructures. Donc pour illustrer cette approche, chez Google Cloud, on a une solution, une plateforme qu'on appelle Anthos, qui propose vraiment, enfin qui a cette démarche finalement de plateforme unifiée qui permet, sur la base d'un point de contrôle unique, finalement de développer et de déployer avec cette plateforme unifiée sur tout type de plateformes, que ce soit des plateformes cloud publiques, Azure, AWS, Google, ou dans les data centers sur des clusters Kubernetes. Donc c'est la gestion centralisée de l'ensemble de ces applications modernisées sous forme de microservices avec un point de contrôle unique qui va permettre de gérer de manière centralisée la politique de sécurité, de gérer les flux entre ces différents services parce qu'on a beaucoup d'applications, de pouvoir proposer une plateforme d'observabilité pour remontrer de la télémétrie, des données de performance de ces applications en affranchissant les développeurs finalement de la gestion de ces problématiques de performance ou d'opérations liées au pilotage et au monitoring de ces applications. Donc voilà un exemple de plateforme en tout cas qui permet d'adresser les enjeux de modernisation d'applications, qui s'appuie sur des technologies open source et qui offre le multi-cloud, l'interopérabilité, la réversibilité avec des supports de déploiement qui peuvent être très variés. La data reprend du poil de la bête, elle devient un peu driver de certaines transformations applicatives. J'ai utilisé à Essian tout à l'heure un gloubi-boulga de termes cloud, le multi-cloud, l'hybride, le machin. Il y a eu le mot edge. Est-ce que le edge et le cloud, ça va ensemble? Est-ce que l'un est le prolongement de l'autre? Moi, je pensais que c'était un peu opposé. Est-ce que je me trompe? Alors, ils se rassemblent de plus en plus. On voit avec l'évolution, en tout cas, de la performance des réseaux distribués et l'explosion des volumes de données qui sont au plus près des utilisateurs et au plus près des entreprises. Donc, on voit de plus en plus de solutions arriver pour pouvoir traiter ces données finalement au plus près, avec des fonctions les plus avancées possibles, des services innovants, différenciants, qui peuvent venir. Pourquoi pas? De l'IA aussi. De l'IA, exactement. On a des cas d'usage, par exemple. Alors, dans le monde du gaming, on voit très bien la nécessité finalement d'avoir des applications ou des infrastructures au plus près des utilisateurs pour des problématiques de latence, connexion réseau. Dans le monde industriel, pour pouvoir faire de l'analyse temps réel de qualité sur des chaînes de fabrication. Donc, il y a plein de cas d'usage qui nécessitent d'avoir des traitements au plus près de ces données. Et donc, on voit des solutions émerger. Donc, on a introduit un concept qu'on appelle Google Distributed Cloud et qui s'appuie sur le même stack technologique que j'évoquais précédemment, Anthos, et qui propose des solutions distribuées, donc des bundles hardware, software, qu'on va mettre dans nos pop réseaux ou dans les data centers de nos clients ou dans des usines pour pouvoir apporter les fonctions de la plateforme cloud au plus près des données et au plus près des différents cas d'usage que l'on doit traiter. Donc je peux écrire une application qui a priori, ou tester une application qui est, que j'ai testée dans le cloud normal, et puis en prod, la pousser sur un edge ou sur des edges, et ça va marcher de façon hyper transparente. C'est l'idée. Ouais. Quel rêve, quel rêve. Nicolas, vos petits camarades ont prononcé le mot legacy tout à l'heure à plusieurs reprises. Je les ai entendus. Je pense que c'est la jalousie. Je pense que c'est la jalousie parce que c'est bien joli de dire le cloud, mais le legacy n'est pas mort, loin s'en faut. Il y a encore plein de clients dans la salle qui ont de nombreuses applications critiques, qui ne peuvent pas laisser tomber comme ça du jour au lendemain parce que c'est leur business. Comment est-ce qu'on fait pour migrer ces applications qui font vivre encore des centaines d'entreprises, simplement ou pas, dans le cloud? Déjà, le legacy, il faut peut-être préciser que ce n'est pas que des applications obsolètes, qui ont 1000 ans. C'est aussi des applications qui sont critiques, complexes. J'allais le dire, mais je l'ai dit, j'ai prononcé le mot critique. Non, j'ai senti que... Donc, juste pour le repréciser. Après, et pour faire écho à ce que disait Guillaume et même Franck, il y a plusieurs chemins pour aller vers le cloud. Et en fonction de ce qu'on emmène, on ne va pas choisir la même stratégie. On peut effectivement faire des développements nouveaux sur des plateformes pour avoir des nouveaux services. Et on doit emmener aussi son core legacy parce que, quelque part, il fait vivre une organisation. Donc, le choix est
peut être du lift and shift assez classique. S'il y a besoin de fermer un data center pour une raison X ou Y, ça peut être... Mais l'économie n'est pas forcément énorme si c'est la seule motivation. Il y a se tourner vers le SaaS, et puis il y a aussi regarder ce qu'on est capable de faire en PaaS. C'est vrai que beaucoup d'applications legacy ont encore de l'Oracle en base de données, et la corrélation au niveau de la performance entre l'application et la base sont importantes dans ce choix de stratégie. Donc je vais quand même faire écho au multi-cloud, parce que dans ces move to cloud, on peut tout à fait aller vers du PaaS avec un legacy ou des applications critiques et choisir où est-ce qu'on veut héberger les différents services. Et on a d'ailleurs des cas communs, je me tourne vers toi Franck, parce qu'on a des cas de clients qui vont choisir des architectures, et c'est là où il est important effectivement de bien penser son chemin, dans lequel on va avoir des bouts d'applications qui vont être dans un cloud parce que c'est là où c'est le plus efficace, et d'autres composants qui vont être dans un autre cloud. Là, je pense au mien pour la partie base de données, puisque j'ai compris que c'était le sens de la question quand même, et de se dire, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va avoir le même niveau de service, les mêmes SLA, la même performance? Et définir comme ça, finalement, par vague, en fonction des applications, comment on va dynamiser son legacy. Je crois que tu as employé le mot modernisation. C'est quelque chose de fondamental. Finalement, est-ce qu'on doit tout réécrire quand on a une application qui marche bien et qui sert bien ses utilisateurs? Potentiellement, on peut la moderniser avec du PaaS. On va ajouter d'autres services, du low-code, un digital assistant, tout ce que vous voulez comme catalogue de services à disposition, la containeriser, la standardiser pour faire avancer finalement ce legacy et l'envoyer dans une nouvelle dimension. Et le reconnecter à l'ensemble des périmètres et des nouveaux services qui sont nécessaires à l'évolution d'une organisation. Ça, c'est ce qu'on fait. Le legacy, aujourd'hui, on arrive désormais à bien le déplacer dans le cloud. Il n'y a plus cette réticence de dire le cloud, c'est pour les nouveaux sujets uniquement. Le cloud, c'est pour tout l'IT. C'est ce qui était évoqué par Guillaume. Alors, chez les éditeurs de logiciels, il y en a un qui n'est pas présent aujourd'hui avec des fenêtres. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça bouscule quand même un petit peu le business model des gens qui ont pendant des années été mesurés sur des ventes de licences. Tout ça, ça vole en éclats. Vous êtes un petit peu dans la même situation. Comment s'opère cette transition de business model, parlons clair sur Europe 1, quand on passe volontairement et volontaristement dans le cloud? C'est une question existentielle pour Oracle. Il y a un shift de business model. Pour autant, on a des clients qui développent encore des applications on-premise avec de l'Oracle, donc on les sert. Il n'est pas question de renier les dizaines d'années de développement qu'on a fait sur des produits qui sont hyper robustes. Par contre, et ça sera un secret pour personne, il y a des choses qui sont à améliorer en termes de distribution. Donc on est capable aujourd'hui, que ce soit en edge, en cloud privé, hybride, en cloud public ou on-premise, on est capable de fournir le même code, la base de données, des applications. Maintenant, on doit faire évoluer notre business model, peut-être qui est un peu moins tourné vers un modèle de licence, support, mais vers un modèle de service, pour être capable, selon les choix d'architecture, les data centers, qu'ils soient dans différentes zones, qu'ils soient déportés chez le client, pour consommer vraiment l'essentiel du code. Donc ça implique effectivement qu'on soit capable d'améliorer notre business model et de rendre l'équation économique favorable. Et là, l'enjeu pour moi, c'est ça. C'est vraiment de dire, si je n'ai pas une promesse suffisamment agressive pour que nos clients aient envie d'aller dans le cloud public, ils n'iront pas avec moi. Donc moi, j'ai l'obligation de rendre le sujet le plus sexy possible et performant. Xavier, on a parlé avec des hyperscalers, plus ou moins. Ce n'est pas réellement le positionnement de Thales aujourd'hui. En revanche, vous êtes hyper bien positionné sur tout ce qui touche de la sécurité. Donc j'imagine que nos trois petits camarades et d'autres qui ne sont pas dans la salle doivent vous faire les yeux doux. Comment vous vous positionnez aujourd'hui dans cette bagarre cloud qui est en train de foisonner ? Alors tout d'abord, on a une position duale puisqu'on est à la fois client et fournisseur. Donc c'est déjà une chose qui est importante. C'est-à-dire que ce qu'on met sur le marché, c'est ce qu'on a déjà éprouvé pour nous. Et on est surtout agnostique dans les stratégies d'hybridation. Pour la sécurité, en fait, on est caché et embedded. On est dans les solutions, que ce soit sur du Microsoft, que ce soit sur de l'Oracle, que ce soit du Google. Donc en fait, nous, on est à la fois acteur donc, de solutions de cryptage de la donnée et puis aussi de solutions que l'on peut effectuer de transformation, d'hybridation pour les acteurs du marché.
On va parler de cloud de confiance tout à l'heure, mais j'imagine que c'est une carte qui est dans votre manche, qui séduit, qui attire de nombreux prétendants. Oui, effectivement. Et à titre personnel, comme au niveau Thales, je suis le représentant dans Gaia X, dans les comités de filière, donc je suis ça de manière extrêmement proche. Ce qu'on constate, et c'est ce qu'on a souhaité monter avec Google, c'est de proposer en fait une solution dont on reviendra dans quelques instants, mais d'avoir vraiment une société commune avec une solution qui réponde à des besoins sur les OIV, sur les ministères, sur les grands groupes. Donc on a souhaité effectivement, comme vous le disiez justement, ajouter une carte à notre jeu pour permettre à tout moment aux acteurs de choisir la bonne solution, la bonne hybridation avec tel ou tel acteur. Et donc, ça a surpris le marché. On n'a pas encore fini, parce qu'il va y avoir encore d'autres surprises qui vont arriver. Je ne vous dirai pas où. Mais il est évident que beaucoup de choses sont en train de se jouer actuellement. Michel, je reviens vers le CRIP là maintenant. Le multicloud, donc vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde y va. Il y avait quand même une promesse d'interopérabilité, etc. Alors aujourd'hui, vu du côté client, interopérabilité multicloud, un faux ou un tox? En fait, c'est à la fois oui et non. Ça dépend où on se situe, en fait. Parce que, par exemple, il y a deux niveaux à observer. Il y a déjà l'interopérabilité dans le domaine du pilotage du cloud lui-même, via des API. Donc, les API des providers ne sont pas tous les mêmes. Il y a des points communs, ils sont assez semblables, mais ils ne sont pas tous pareils. Donc, ça veut dire que, de toute façon, il y a besoin de mettre en place soit des couches d'abstraction pour lisser les différences. Il y a des outils qui permettent de le faire. Soit reprendre une partie des travaux qui ont pu être faits si jamais on veut réappliquer les mêmes procédures, les mêmes programmes d'infra as code d'un provider à l'autre. Après, il y a la partie des API, je dirais plutôt business. Et quand on prend du software as a service qui produit des API pour permettre d'interopérer avec lui indépendamment, je dirais, des interfaces homme-machine, bon, de toute façon, là, c'est du spécifique business, fonctionnel. Donc, naturellement, on a du mal à trouver des API interchangeables. Hein. Et si on prend un progiciel d'un fournisseur bien connu qui propose ses API pour ses fonctions à lui, on ne va pas nécessairement trouver exactement la même chose par ailleurs. Alors, il y a quand même des cas particuliers sur l'interopérabilité. Là, tout à l'heure, c'était évoqué sur les bases de données, par exemple. C'est vrai que pour le cas d'une base de données et du database as a service, sur des modèles de base de données standards, il y a quand même une interopérabilité assez forte et je dirais en termes de réversibilité, puisque c'est un sujet qu'on doit encore rediscuter dans le cadre du groupe de travail, on montre que ça fonctionne. Pour des services d'intelligence artificielle, déjà prenons des services simples comme la reconnaissance d'images, on a des expériences où on voit des développeurs qui ont pu passer de l'API d'un fournisseur à un autre sans trop de difficultés, assez facilement. Donc, je dirais qu'il y a une forme d'interopérabilité ou de réversibilité assez bonne à ce niveau. Il y a un plus grand commun dénominateur dans toutes les offres. Donc ça dépend des étages en fait. Nicolas, on est en train de parler d'interopérabilité, alors vers le haut, les API, etc. Mais qui dit interopérabilité dit déjà intercommunicabilité. Comment est-ce que vous êtes interconnectés les uns les autres pour faciliter cette interopérabilité? Alors, il y a deux cas de figure, de mon point de vue. Je te laisserai compléter. Il y a des cas, Oracle par exemple a un accord avec Microsoft pour interopérabilité. Les mots étaient très compliqués, hein, pour interopérer ces services. Donc on a défini des accords qui permettent d'un point de vue et technique et support, c'est-à-dire avoir un point d'entrée, une bande passante qui permet à nos services de manière sans couture finalement d'être opérés. Donc ça, c'est en train d'être mis en place. Et je pense que ça va se normaliser sur l'ensemble des data centers, que ce soit d'Azure ou d'Oracle, pour avoir finalement le meilleur des deux mondes. Ça, c'est une manière de faire. Il y a d'autres cas de figure qui correspondent à des cas clients différents. On peut avoir des clients qui vont se dire « Ok, mais moi, j'ai un cloud de référence qui n'est pas ni Azure ni Oracle. » Un peu comme dans une banque, vous avez une banque de référence, mais bon, à un moment donné, il y a un prêt immobilier, il y a un prêt étudiant, il y a une assurance vie, et finalement, vous vous retrouvez dans le multi-cloud sans vraiment l'avoir demandé. Des clients, et je pense qu'on peut le citer, en tout cas moi je pourrais, c'est le cas de Carrefour, avait un cloud de référence qui est Google, et sur lequel ils ont démarré beaucoup de services et avec satisfaction, ils continuent de les développer. Pour autant, ils ont des cas d'usage avec Oracle et il faut interopérer les deux. Donc ils vont mettre des serveurs d'applications et des applications dans Google, mais ils vont laisser un certain nombre de couches middleware ou bases de données chez Oracle et interopérer les deux. Et ce montage-là peut être tout à fait mis en
en musique par un partenaire ou par le client lui-même. Dans certains cas, le client va lui-même faire les différents points d'accroche entre les cloud providers. Cette manière de faire, je cite ce cas parce qu'il est bien abouti, mais on le retrouve à plusieurs étages. Moi, je ne suis que dans ce cas-là quasiment. Je ne suis jamais le cloud de référence. On me voit que comme un problem solver en disant « Attention, là, on a un problème. Il y a une application qui nécessite beaucoup d'Oracle. Voyons comment on va le traiter. » Et j'arrive en me disant « Je vais me connecter au reste. » Je ne viens pas en disant « Je remplace tout le monde. » Je dois, au contraire, faire vivre ce multi-cloud qui va dans les deux sens. Donc finalement, c'est quelque chose qui va se banaliser. La notion de latence, de performance, on fait tous des efforts considérables en termes d'investissement pour le rendre auprès de nos clients le plus facile possible. Il y a encore des travaux en fonction des zones géographiques, mais il y a une course au data center. On est en train de couvrir la planète avec ça, et tous vont être interconnectés d'une manière ou d'une autre. On s'appuiera sur les services d'Equinix, d'Interxion ou d'autres. Et à la fin, ce maillage, on va dire global, permettra d'avoir un service vraiment optimum, et vous irez chercher les services au meilleur endroit pour votre organisation. Guillaume, si là on est entré dans un monde de bisounours où c'est l'interopérabilité, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le client il peut installer ses workloads partout. Est-ce que dans la vraie vie, plus on monte dans les couches, plus on est dans les éléments différenciateurs de tous les acteurs que vous êtes, et donc qui dit différence, dit essayer de préserver un avantage technologique par rapport à ses confrères, et c'est juste normal. Est-ce qu'il va y avoir des API à deux vitesses? Est-ce qu'aujourd'hui c'est totalement réglé sur le côté IA, parce que c'est une commodité, mais est-ce que sur les applications plus high level, on risque quand même d'avoir des API qui sont de moins en moins standards? Est-ce qu'il y aura des API à deux vitesses? Alors l'interopérabilité ou la réversibilité, comme disait Michel, hein, c'est le sujet, ça a toujours été le sujet quand on a une innovation technologique. On veut systématiquement, c'est plus facile de se dire qu'on va avoir plusieurs clouds, ils vont tous fonctionner pareil. Je pense que c'est un élément important de se dire, quand on dit multi-cloud, c'est pas la même chose que quand on faisait du multi-fournisseur dans l'IT il y a une dizaine d'années. Je pouvais construire ma solution et j'ai acheté du HP ou j'ai acheté du Dell en serveur. Et globalement, ça allait répondre. Je vais vérifier qu'on a les mêmes gabarits, la même taille de VM, etc. Dans le cloud, oui, on peut faire ça sur les couches basses. Au niveau des couches basses, il y a quand même, sur le IaaS, sur le compute, ça se ressemble beaucoup entre les différents acteurs. Et si on voulait vraiment être 100% portable, oui, je pense qu'on peut l'être. La messagerie de ce côté-là. Et par contre, c'est le PaaS. Effectivement, ce qu'on appelle le PaaS, hein, souvent on va plutôt penser aux briques purement applicatives. Le PaaS pour un acteur, nous chez Orange, on est partenaire des trois grands hyperscalers, c'est le cloud. C'est-à-dire que c'est les centaines de services qu'ils proposent, qui font en mise à jour tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et donc ce rythme-là, c'est difficile de se dire je vais tenter de le contrôler par l'interopérabilité, parce qu'on veut ça, on veut cette innovation. Et voilà, si je vais sur mon Big Data, si je le mets sur du BigQuery chez Google ou du Synapse chez Microsoft, ça ne fait pas la même chose. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. En fonction des cas d'usage, je vais plutôt prendre l'un ou je vais plutôt prendre l'autre. Oui, ils ne sont pas interopérables. Par contre, c'est des API ouverts. Je suis capable de sortir les données, si je veux, et ensuite de les remettre. Par contre, sur le compute, on le voit, c'est un des exemples tout bêtes, mais je vais prendre cet exemple-là. On a parlé de base de données as a service. Ce qu'on voit de plus en plus dans la modernisation des clients, c'est je fais du lift and shift, c'est-à-dire je prends mes applis, je les amène dans le cloud, et puis petit à petit, je ne vais pas tout redévelopper. Je vais prendre des services natifs du cloud pour améliorer mon appli. Et il se trouve qu'il y en a qui sont partout. Donc typiquement, j'ai une appli, on va dire, traditionnelle. J'utilise de l'Oracle. Il y a du Oracle managé chez Azure, chez AWS, chez Google, chez Oracle. Et je peux du coup demain me dire, tiens, moi, dans mon application, je peux déléguer, non pas simplement à mon outsourceur, je peux déléguer à ma plateforme cloud la gestion de ce composant. Et du coup, je suis portable, même si pour autant, le choix ou la solution que je vais utiliser ne sera pas exactement la même. C'est pour ça que la vision de l'interopérabilité dans ce monde multi-cloud, elle change pas mal parce qu'on va plutôt aller vers la portabilité ou la réversibilité en se disant tiens, ce choix-là, je sais que je peux le sortir et j'ai globalement, voilà, les exemples qui ont été donnés par Michel sur les API, voilà, vous voulez faire du computer vision, donc l'analyse par ordinateur d'images, voilà.
si on est sur un scénario de base, le 80-20, globalement, les trois grands acteurs font à peu près la même chose. Donc je peux y aller sans avoir à tout redévelopper. Et du coup, je vais beaucoup plus vite parce que je prends une brique passe de plus haut niveau. Guillaume, quand j'écoute Michel, il y a un autre caillou dans les chaussures des clients, quand on parle multi-cloud, c'est le management, la gouvernance, la fameuse console. Donc, tout ce temps que vous êtes, vous avez développé vos outils pour manager vos clouds à l'origine. Maintenant, ce que se demandent les clients, c'est est-ce que les plateformes des uns et des autres peuvent aller au-delà du management de leurs propres outils, ou est-ce qu'il faut aller chercher des outils tiers et faire de la surcouche, ou est-ce que des gens comme vous, qui, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous êtes potes un petit peu avec tout le monde, vous avez des outils pour développer cette méta... Et à quel coût ? Et à quel coût ? Merci Xavier de rappeler les choses sur le sujet des coûts. Et sur le coup, c'est toujours important. Je pense que sur ce sujet-là du management, c'est important de comprendre l'évolution qu'on a eue sur le multi-cloud. C'est-à-dire que sur l'entreprise, Michel, il a dit au départ, tous les clients sont multi-cloud. Globalement, ils utilisent tous des API. Et le fait d'être multi-cloud, c'est-à-dire que le fait de passer d'une logique où j'ai tout chez moi et j'ai juste à contrôler l'accès, j'ai juste à avoir une porte bien fermée à double tour, mes datas, elles sont partout. Donc, forcément, la manière de gérer, de sécuriser, d'opérer va être différente. Le début, on avait un barycentre qui était sur du cloud privé. Donc qu'est-ce qui a été fait ? On a pris les outils de cloud privé et on les a amenés dans le cloud public. Donc, on peut utiliser des outils très cloud privé, du BMC, du Patrol, même des outils très anciens. Ça va marcher sur les couches basses, ça va marcher sur l'IaaS, ce n'est pas forcément idéal. Et puis, petit à petit, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que les gens ont pris goût au cloud, et ils ont commencé à utiliser de plus en plus de services natifs ou d'applications natives. Et là, on a vu depuis quelques années un renversement dans lequel le barycentre, il était du cloud public, il était cloud privé, le barycentre, il devient sur le cloud public. Et donc l'idée maintenant, c'est de dire comment je prends mes modèles de management de cloud public, c'est-à-dire le management par API, le management by design, le management par policy, et comment je les étends. Et là, ce qui est amusant, du coup, c'est que on voit les trois acteurs, et Franck a parlé d'Anthos tout à l'heure. Si Microsoft était là, il vous parlerait d'Azure Arc. Si Amazon était à cette table, il vous parlerait d'EKS. Mais fondamentalement, c'est le même principe. Dans le détail, c'est très différent. Azure Arc, par exemple, couvre les VM et les containers. EKS et Anthos couvrent que les containers. Mais fondamentalement, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais prendre le modèle de management du cloud public, je vais prendre le pilotage du cloud public et je vais l'amener. Et moi, j'aime bien du coup cette anecdote qui est, on parle d'hybride, et c'est le concept, et tout le monde le comprend, de voiture hybride. Une voiture hybride, elle a deux moteurs. Elle a deux moteurs, mais elle a un tableau de bord et elle a un pilote. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que demain, le pilote, c'est le DSI, le tableau de bord, c'est cet outil, peu importe lequel qu'on prend. Par contre, il y a bien deux moteurs parce qu'ils ne font pas la même chose. Franck, vous partagez cette vision de la console de management universelle ? Je pense que c'est important en tout cas d'apporter ce niveau d'abstraction. Je tiquais juste sur la gestion des containers Anthos, puisque on a annoncé depuis peu qu'on gérait des VM et des containers, juste pour préciser. Mais je pense que c'est nécessaire d'apporter cette couche d'abstraction, en tout cas, et de pouvoir monitorer, remonter les logs de l'ensemble des applications, amener cette couche d'observabilité indépendamment, je dirais, de la nature intrinsèque de chacune des plateformes pour simplifier en tout cas les déploiements ou des topologies multi-cloud et hybrides. Bon, je pense qu'on a assez parlé de cloud hybride, multi et distribué. Je pense qu'il est temps de parler de cloud souverain et de cloud de confiance. Je vais commencer par vous, Michel. C'est quoi la différence, by the way, entre le cloud souverain et le cloud de confiance ? Oui, alors ça, c'est une bonne question, parce qu'en ce moment, on parle que de ça et tout est mélangé. En discutant entre nous, on s'est dit qu'il y a quand même des différences entre les deux. C'est-à-dire, il y a un tronc commun important en termes de solutions apportées quand on parle de l'un ou de l'autre à un certain nombre de problématiques, mais le cloud de confiance évoque d'abord une question de sécurisation et de sécurité par rapport aux données, aux traitements, etc. Et donc l'attente d'une solution qui permette d'avoir le meilleur niveau de sécurité par rapport à ça, vis-à-vis des offres des fournisseurs et de tous les dispositifs à mettre en œuvre. Le cloud souverain est plutôt dans une logique d'avoir les données sous contrôle, je dirais, géographiquement parlant, sous contrôle en termes de processus, et effectivement aussi vis-à-vis des législations et des lois extraterritoriales et ainsi de suite. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement,
le cloud souverain apporte des solutions en termes de cloud de confiance. Donc du coup, c'est pour ça qu'on retrouve les deux sujets qui sont mélangés. Donc après, ce qu'on a vu au CRIP, en fait, toutes les organisations qui sont représentées, il y a de tout. Il y a des ministères, des grandes entreprises, des petites, des OIV, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en la matière. Parce qu'évidemment, ça dépend de la portée de l'entreprise. Quand on a affaire à une entreprise multinationale, de toute façon, on a une problématique bien plus importante parce qu'il n'y a pas que le GDPR, il n'y a pas que le cloud souverain français ou voire européen. On est à l'échelle mondiale, il y a des réglementations un peu partout. Et il faut fabriquer des systèmes d'information qui sont compatibles avec tout ça. Donc c'est un vrai casse-tête. Par contre, on a aussi des organisations, des services publics, tout ça qui fonctionnent, je dirais, pour les besoins du pays. Donc là, clairement, il y a des vrais besoins. On ne peut pas effectivement tolérer bien longtemps d'avoir les données qui peuvent être récupérées à l'insu de notre plein gré, etc. Donc il faut trouver des solutions. Là, on en parle. Il y a des solutions qui commencent on en parle de plus en plus, à émerger, à l'échelle de la France, à l'échelle européenne. Bon, ce projet Gaia-X aussi dont on parle beaucoup. Donc voilà, les besoins sont très variables. Ça dépend vraiment des entreprises. En plus, on a cette problématique de l'IoT. Pour un certain nombre d'entreprises qui ont besoin d'opérer, je dirais, des objets connectés à grande échelle. En plus, il y a cette question d'avoir des data centers qui sont situés un peu partout dans le monde avec des temps de latence les plus faibles possibles vis-à-vis des consommateurs. Donc, de toute manière, on ne peut pas faire abstraction d'avoir des workloads qui fonctionnent au-delà des régions où on aimerait bien qu'elles soient. Et le temps, on pouvait imaginer d'avoir des applications web, en Europe pour servir le monde entier avec des technologies d'accélération des flux, etc. Bon, ça, c'était une optique avant l'IoT. Mais bon, dès qu'on parle d'IoT, là, on est obligé de traiter les choses vraiment en regardant plus en détail comment on s'y prend dans tous les pays. Et toutes ces réglementations qui viennent en compétition les unes avec les autres, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et on est face des fois à des impasses, des vraies difficultés pour arriver à trouver des solutions. On ne peut pas d'ailleurs faire abstraction d'utiliser certains opérateurs locaux. Je pense à la Chine notamment. Il est extrêmement compliqué avec la Chine si on ne veut pas se fier à des opérateurs locaux pour faire son business. Donc voilà, on a ce genre de cas de figure, des entreprises en France, des petites, voilà, c'est très très varié. Franck, alors là, Michel vient de l'expliquer, on a une multitude de clients, vous aussi, vous êtes plutôt un constructeur d'origine américaine si ma mémoire est bonne. Comment arrivez-vous à satisfaire ces volontés qu'on trouve dans chaque pays de souveraineté nationale avec des clients qui le sont de moins en moins ? C'est un vrai sujet qui anime beaucoup de discussions et d'agendas aujourd'hui autour de la décision et du choix des plateformes cloud. C'est vrai qu'il y a une hégémonie, en tout cas il y a une grosse part d'acteurs aujourd'hui qui sont plutôt américains. Il y a une tendance en Europe en tout cas d'essayer de balancer ou d'équilibrer un peu plus... équilibrer, c'est mieux. D'équilibrer un peu plus cette relation, en effet. Et je pense que le mot... pour reprendre les termes de Michel, je pense qu'il y a un sujet entre sécurité et confiance. Je pense que les plateformes cloud en tant que telles, aujourd'hui, elles fournissent les dispositifs de sécurité qui sont extrêmement performants et qui permettent de protéger les données de manière très, très efficace. Je pense que le vrai sujet qui est drivé aujourd'hui par la souveraineté, c'est la confiance. Et c'est comment renforcer le niveau de confiance pour équilibrer un peu ces relations, pour renforcer le risque lié aux lois extraterritoriales, le Cloud Act pour ne pas le citer, pour parer à des problématiques de type Black Swan ou des événements géopolitiques qui consisteraient à rompre des relations entre des pays, à ne plus pouvoir opérer avec tel ou tel acteur. Donc notre objectif numéro un, c'est en tout cas sur des objectifs de souveraineté qui ne sont pas tous les mêmes en fait en Europe dans les différents pays. Il n'y a pas encore de consensus vraiment commun, même s'il y a des pays qui sont un peu plus en avance. France, l'Allemagne, ont émis un certain nombre de spécifications par rapport à ça. Le cloud de confiance en France au mois de mai dernier, avec la certification Secnum Cloud. Notre objectif, c'est de maximiser la valeur du cloud, c'est-à-dire dans un contexte souverain, d'offrir la promesse du cloud et de ne pas brider finalement les technologies et les solutions mises à la disposition. Parce qu'on est là pour apporter des technologies différenciantes. Et donc il faut le faire, mais il faut le faire dans un contexte localisé, en s'adaptant aux conditions et aux spécificités de chaque marché, de chaque régulation. Et c'est typiquement l'objet et l'illustration parfaite du partenariat lancé avec Thales, donc de fournir une solution en France pour adresser les spécifications du cloud de confiance, la doctrine émise par le gouvernement, en allant chercher la spécification et le label Secnum Cloud. Donc ça a été construit pour cela. Et
en se protégeant des lois extraterritoriales. Et le modèle, et on y reviendra, a été vraiment conçu pour ça. Donc Xavier, la transition est faite. D'ailleurs, quand on a fait le placement, je me dis ce serait pas mal que vous vous mettiez l'un à côté de l'autre, parce que vous êtes de plus en plus potes maintenant. Quelle est la brique qu'apporte Thales à l'édifice commun que vous montez avec Google ? Ce qu'on apporte, c'est la crédibilité, la posture de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on est un acteur reconnu par l'État et avec lequel on peut effectivement permettre à un acteur américain d'arriver sur le marché. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette offre, puisqu'on en parle, elle a un nom de code, elle n'a pas encore de nom commercial. L'objectif, ça a été immédiatement de faire une solution qui réponde aux besoins. Il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup signifiée et soulignée, c'est de quelles données parle-t-on pour la gouvernance et la souveraineté. C'est une question. Ce qu'on a cherché à faire, c'est justement à répondre aux besoins des acteurs souverains, des acteurs d'État, des acteurs OIV, de dire comment accéder au catalogue de services de Google. C'est pas faire un cloud pour un cloud souverain, c'est de se dire Google est le troisième acteur en termes de cloud mondial, c'est le challenger. Quand on est troisième, on est challenger. Et il y a un accélérateur qui lui donne de très belles perspectives avec le portefeuille. Donc on s'est dit comment pouvoir permettre aux cibles que je vous ai décrites, de consommer du Google sans ces problématiques d'extraterritorialité de loi. Donc physiquement, ça va être une solution qui va être hébergée dans des data centers de Google, fermée, sécurisée. Il y a une isolation qui est très spécifique. Et surtout, quand on a construit ce projet, on a vérifié d'itérer avec la DGE, d'itérer avec l'ANSSI, d'itérer avec les autorités de tutelle pour être certain que ce qui va être construit soit compliant. Donc dans notre planning, sur le début, les 6 premiers mois de 2022, on va être en construction. La deuxième partie, commercialisation et dry run, pour une ouverture des services qui est objectivement positionnée sur 2023, avec déjà un carnet de commandes et des attraits et des intérêts très forts de grands groupes qui nous sollicitent en ce moment. Nicolas, quand on entend Google et Thales, on voit des partenariats qui sont en train de se nouer. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Est-ce que c'est pas un peu ce que vous faites de votre côté aussi, chez OBS ? Chez Orange, pardon. Orange. Comme tu as commencé sur Nicolas. Oui. Comme tu as commencé sur Nicolas, effectivement, je vais vous parler un petit peu de bleu du coup. Allez, parlons bleu. Je vais vous parler un petit peu de bleu, donc je vais changer de casquette. Effectivement, cette problématique, et je ne vais pas redire ce qui a été dit. On tombe sur une problématique pour nos clients qui est, ce que je l'ai déjà dit avant, innovation et confiance. Comment avoir... Je veux faire ma transfo digitale, j'ai envie de ces solutions SaaS, ces solutions PaaS, mais je n'ai pas suffisamment confiance. Donc on faisait des palliatifs, parfois avec les solutions de Thales ou d'autres, pour améliorer le niveau de confiance. Mais à un moment donné, on veut avoir, et c'est le but justement de l'annonce du gouvernement, d'avoir véritablement un label et des solutions de confiance. Donc ce qu'on a fait, ou ce qui va être fait avec la société Bleu, donc Bleu c'est une joint venture entre Capgemini et Orange, donc une nouvelle société qui va se créer, qui va utiliser de la technologie Microsoft, c'est-à-dire la technologie Azure. Donc c'est amener de manière en cloud de confiance l'ensemble de la technologie Azure, IaaS et PaaS, et l'ensemble de la technologie Office 365. Et quand on parle de confiance, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une société indépendante, donc qui n'est pas soumise aux lois extraterritoriales, sur des data centers de Bleu, indépendants des data centers de Microsoft, qui vont mettre à jour, opérés par les équipes bleues, indépendamment des équipes de Microsoft, pour proposer finalement un cloud de confiance qui va se mettre à jour au rythme de la mise à jour de Microsoft, avec un petit delta, le temps de s'assurer de la bonne sécurité, et qui amènera le niveau de confiance, puisqu'il sera opéré et sécurisé indépendamment de Microsoft. Le label SecNumCloud, effectivement, de la même manière, il y a eu un effort très fort de travail avec l'ANSSI pour s'assurer que la manière dans laquelle c'est designé, c'est bien complètement comparable aux critères SecNumCloud, pour proposer une solution qui va permettre à nos clients, dans leur modernisation, soit de le prendre sous l'angle de la collaboration. Je veux d'abord mettre mon portefeuille, mon Exchange, mon Teams ou autre, ou sur l'angle applicatif, IaaS ou PaaS, pour aller vers Bleu.
Bon, cette fois, Nicolas, c'est à vous que s'adresse la question. Donc, on voit des pièces de puzzle qui sont en train de s'engrainer sur le secteur du cloud de confiance. On vient de prononcer les mots Microsoft, on vient de prononcer le mot Google. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet-là? On y vient, nous aussi. Alors, il y a des éléments que je ne pourrais pas donner parce qu'on est encore dans les travaux préparatifs avec un certain nombre de partenaires. On avait des étapes à franchir avant. On a mis en place un premier data center en France à Marseille. Plusieurs data centers vont arriver en Ile-de-France dans les prochains mois. Et pour répondre à votre question, il y a quand même deux éléments. Il est évoqué que le besoin, c'est d'abord la sécurité. Et puis, il y a aussi s'immuniser sur des lois extra-européennes. Donc ça, c'est deux éléments distincts. Sur la sécurité, on a déjà fait beaucoup. Il fallait qu'on travaille sur cet aspect pour pouvoir servir un certain nombre d'organisations publiques, ce qu'on fait déjà, avec un niveau de sécurité qui est jugé suffisamment satisfaisant pour le moment. En revanche, par contre, il faut se protéger avec le cloud de confiance et respecter la doctrine de l'État. Donc là aussi, c'est des travaux qui sont engagés, qui ne sont pas finalisés avec nos partenaires, donc on est en train de le mettre en place pour pouvoir nous aussi annoncer quelque chose qui soit opérant Alors, je pense qu'on est dans les... Quand je dis prochains mois, on va compter en pas mal de mois quand même. Hein. Okay. Là, on n'est pas sur l'année calendaire 2022, mais on est en train de travailler sur ça. Parce que je pense que de toute façon, au-delà des organisations d'ailleurs publiques, un certain nombre d'acteurs privés vont être intéressés par ces notions-là, quelle que soit leur architecture et leur couverture internationale. Donc, il faudra y aller. Merci de cette réponse et je sais que vous ne pouvez pas tout nous dire, c'est bien normal. Je voulais terminer cette table ronde sur le thème, pour revenir sur le thème de la convention CRIP, qui est le numérique responsable. C'est un grand sujet. On dit tout et son contraire sur l'impact de l'IT. Vous êtes des acteurs hyper majeurs sur ce domaine-là. Franck, c'est un objet de communication important pour vous, la neutralité carbone. Qu'est-ce qui reste encore à faire pour être encore plus éco-responsable ? C'est un objet de communication important, puis c'est aussi fondamental. Enfin, c'est dans l'ADN et c'est vraiment au cœur de la stratégie de Google Cloud. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, très très clairement. Je pense que pour toutes les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient encore dans l'intention pour faire du numérique responsable. Maintenant, je pense que tout le monde est passé à l'action pour inscrire concrètement des actions et éco-concevoir, par exemple, des applications dans le monde du cloud. Google n'est pas une entreprise très très vieille, une vingtaine d'années. Ce sujet est présent et omniprésent depuis les années 2000. Donc, c'est la neutralité carbone obtenue en 2007. C'est 100% des énergies renouvelables, enfin 100% de l'énergie consommée par Google, que ce soit pour ses data centers ou pour ses opérations, couverts par de l'énergie renouvelable. Et donc, quand on dit énergie renouvelable, ça veut dire de l'incrément d'énergie renouvelable intégré dans les grilles de fournisseurs d'énergie pour alimenter nos data centers ou d'autres équipements. Et puis, c'est une ambition pour 2030, pour aller encore plus loin, pour dire ce qu'il y a encore à faire, de zéro émission carbone en permanence, où qu'on soit sur la planète, et pour couvrir l'intégralité de notre dépense énergétique. Et donc ça se traduit par des investissements pour aller développer des solutions pour capter et garder l'énergie, la stocker, et pour pouvoir l'injecter dans le réseau au bon moment quand on en a besoin. C'est d'aller chercher des sources stables, parce que le solaire où le vent ou les éoliens ne fonctionnent pas 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, donc il y a des besoins qui ne sont pas couverts. On ne m'avait pas dit ça. Voilà. Donc la géothermie en zone profonde, par exemple, pour aller chercher des nouvelles sources stables toute l'année. Donc il y a tout un tas d'innovations aujourd'hui qui permettent d'aller dans ce sens-là. Et puis quand on se projette après côté client et côté du service rendu, quand on avait un data center ou quand on a un data center avec une puissance souscrite, des serveurs, du stockage, des réseaux, on a une idée assez précise de l'empreinte carbone de son informatique. Quand on passe dans le cloud, c'est un peu plus compliqué. Finalement, on passe en mode à la demande, as a service. Et donc, mesurer l'empreinte carbone dans le cloud avec la variabilité de la consommation est compliqué. Et on a introduit très récemment, au niveau des consoles et des projets clients, tout l'analytique qui permet de mesurer l'empreinte carbone de tous les services consommés pour une application. Donc aujourd'hui, puisque c'est disponible, je conçois une application, je sais précisément
l'empreinte carbone de l'application déployée dans tel ou tel data center ou sur cet ensemble de data centers, avec autour de ça des moteurs de recommandation qui permettent aussi de proposer des scénarios d'optimisation. C'est-à-dire, par exemple, ces environnements ne fonctionnent pas la moitié du temps, il faut mieux les éteindre, ou il faut mieux les déplacer peut-être sur telle région qui est plus optimale en termes de consommation ou d'énergie, d'émissions de carbone. Donc il y a ces informations qui sont aujourd'hui fournies à tous nos clients et qui leur permettent finalement d'intégrer et d'éco-concevoir, en tout cas d'avoir une mesure. C'est important parce qu'avant de pouvoir faire des actions, il faut mesurer, savoir quelle est son empreinte carbone, et donc de récupérer cette analytique pour pouvoir éco-concevoir aussi ces applications. Nicolas, un petit mot sur le côté green de l'engagement d'Oracle? Oui, volontiers. De la même manière, nous aussi, on s'est tourné, et étant donné qu'on a pris ce virage cloud, peut-être avec un peu de retard par rapport aux autres hyperscalers, ça a été un cahier des charges assez rigoureux. Donc le fait que 100% de l'énergie qui alimente ces data centers soit issue du côté green et d'énergie renouvelable, c'était un prérequis de départ. Après, ce qui est évoqué par Franck va un petit peu au-delà. C'est aussi l'imaginer lorsqu'on va déplacer des environnements dits legacy, pour revenir au point de départ, et le porter dans le cloud, et c'est de mesurer finalement quel impact écologique on va avoir. Beaucoup d'organisations vont devoir faire ces mesures et ces efforts. Donc on peut s'associer d'ailleurs à des industriels, ce qu'on a fait dans certains cas, pour évaluer quel était l'impact de déplacer des gros environnements dans les cloud providers, dans le nôtre, pour essayer de voir s'il y a un bénéfice derrière et de quelle nature. Et ça va être de toute façon un réflexe systématique de mesurer l'impact de ces mouvements vers le cloud, parce que, encore une fois, la couverture, elle peut être internationale, on peut déplacer ces environnements partout, avoir des backups, faire voyager les données dans tous les sens. C'est hyper compliqué au départ de se dire, bon, quel est l'impact écologique de tout ça? Mais ça va devenir une norme. Donc on le conçoit systématiquement au point de départ. Et tous les data centers aujourd'hui qui sont mis en place respectent des normes hyper strictes, et on est obligé d'en passer par là. Donc je pense qu'on a tous le même objectif par rapport à ça. C'est aussi d'encourager le move vers le cloud, et on doit le rendre le plus vert possible. Et je peux ajouter aussi, il y a une dimension encore client dans tous les programmes que l'on mène. Nous, on fait plus de 50% de notre activité hors de France, et il y a plein de pays qui nous demandent, dans la construction de grands programmes qui intègrent du cloud, de l'hybridation, de tout de suite montrer patte blanche sur ces dimensions de green. Et ça fait déjà bien 4-5 ans que ça monte en puissance. Et donc c'est bien. Si on veut arriver à la décarbonisation, c'est pas la bonne volonté de l'entreprise, c'est aussi que la chaîne jusqu'au client soit réclamée. Mais je complète du coup, parce que c'est vrai que là-dedans, il y a un dénominateur commun, c'est qu'on prend beaucoup de data pour arriver à faire ça. Et on a beaucoup de data qui sont justement dans des bases Oracle, j'en profite, je fais un peu de promotion quand même, qui permettent justement d'aller capter tous ces éléments, qu'ils soient sur des capteurs, des sensors, qu'ils soient dans des bases ou dans des environnements complètement hétérogènes. On arrive à travers la data à mesurer tous ces éléments, et puis finalement se dire, bah oui, c'est un impact positif, ou au contraire se dire, on a encore des travaux à faire. Donc on participe beaucoup à ce genre de travaux. Donc Guillaume, est-ce que bleu va devenir vert, donc en quelque sorte turquoise? Non, je pense que en tout cas, c'est un sujet de fond que l'on retrouve chez tout le monde. Et d'ailleurs, dans la construction de bleu, il était important. Et il y a la technologie, il y a l'usage qu'on en fait. Et je pense que c'est aussi un acte de fond. C'est comment on est responsable. Et quand on regarde chaque entreprise regarde le TCO, le coût de fonctionnement, d'intégrer ces indicateurs, d'intégrer le carbone. Et peut-être qu'on va redévelopper son application juste pas parce qu'on veut développer des nouvelles features, mais parce qu'elle va avoir un impact carbone beaucoup moins important. Et c'est un sujet qu'on voit de plus en plus chez plein d'entreprises, et finalement qui va être un des acteurs, enfin un des éléments clés du choix vers ce move to multi-cloud, hybride, ou tout ce qu'on peut appeler comme mot. Voilà. Et de confiance, je rajoute le dernier. Merci messieurs. Alors il est 18h, donc on s'approche dangereusement de l'heure du cocktail, Sylvie. On prend une question ou on va directement au cocktail et posons les questions au cocktail? Cocktail. Donc alors quand même, une rafale d'applaudissements pour Michel Rollet, Xavier Bourguignon, Franck Zerbib, Nicolas Villette et Guillaume Renaud. Merci messieurs.